Les 11 accords secrets signés entre la France et les pays d'Afrique francophone, peu de gens le savent, mais ils existent. Il existe bel et bien des accords signés entre les anciennes colonies françaises et leur ancienne autorité administrative, la France. Ces accords concernent de nombreux domaines tels que le militaire, le politique, mais surtout des accords économiques. La première, il faut le préciser, le premier pour moi, la dette coloniale pour remboursement des bénéfices de la colonisation. Ça, c'est en un. On parle bien sûr, les États nouvellement indépendants doivent rembourser le coût des infrastructures construites par la France pendant la colonisation. Voici le premier accord. Deuxième accord, la confiscation automatique des réserves financières nationales. Les pays africains doivent déposer leurs réserves financières auprès de la Banque de France. Ainsi, la France garde, entre guillemets, les réserves financières de 14 pays africains depuis 1961. Le Bénin, le Burkina Faso, la Guinée-Bissau, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Niger, le Sénégal, le Togo, le Cameroun, la République centrafricaine, le Tchad, le Congo-Brazzaville, la Guinée équatoriale et le Gabon. Ainsi, la gouvernance des politiques monétaires reste asynchrone et incomplète du fait qu'elles sont pilotées directement par le gouvernement français sans aucun lien avec les autorités financières des pays tels que la CEMAC ou encore la CEDEAO. Ainsi, du fait des conditions qui lient les banques des zones économiques et financières, elles sont obligées de garder 65% de leurs réserves de change dans un compte d'opération tenu par le Trésor français, ainsi que 20% supplémentaires afin de couvrir les risques financiers. De plus, les banques des zones CFA imposent une limite de crédit à chaque pays membre équivalent à 20% des recettes d'État de l'année N-1, bien que la BEAC ou encore la BCEAO ont des possibilités de retrait supérieures auprès du Trésor français. Ces retraits doivent faire l'objet de l'accord du Trésor français. Sans cet accord, eh bien, ils ne peuvent pas renflouer leur caisse. Messieurs, la décision finale revient donc au Trésor français qui a lui-même investi les réserves des pays africains sur la place boursière parisienne. En d'autres mots, 80% des réserves financières africaines sont déposées sur un compte d'opération contrôlé par l'administration française. Les deux banques de la zone CFA sont africaines de par leur nom, mais ne décident aucune des politiques monétaires par elles-mêmes. Pire encore, les pays eux-mêmes ne savent même pas quelle est la part de réserve financière qui leur appartient en groupe ou individuellement en tant que pays, mais détenus par l'administration du Trésor français. Les gains issus des investissements de ces fonds du Trésor français sont censés être rajoutés à la cagnotte africaine, mais aucun compte n'est donné là-dessus aux banques, ni même aux pays membres. Seul un groupe limité à 6 administrateurs du Trésor français ont connaissance des montants du compte d'opération, du lieu d'investissement, des sommes. Les banques centrales africaines n'ont pas accès à ces informations, déclarait d'ailleurs il y a plusieurs années le docteur Gary K. Bush. 500 milliards de dollars des caisses africaines du Trésor français, on estime maintenant que la France détient, il faut le dire, 500 milliards de dollars auprès de son trésor. Elle est donc prête à tout afin de combattre toute personne qui cherchera à faire la lumière sur le côté obscur de ce vieil empire. Les pays africains ne disposent pas d'accès à cet argent. La France, on va le préciser également, leur permet d'accéder à seulement 15% de l'argent chaque année. Si elles ont besoin de plus que cela, ils doivent emprunter de l'argent supplémentaire à partir de leur propre 65% du Trésor français à des taux commerciaux. En fait, vous prêtez votre propre argent. Vous détenez de l'argent, mais vous le prêtez à vous-même. Allez savoir comment ça se passe. De plus, la France impose un plafond sur le montant de l'argent que les pays peuvent emprunter dans leurs réserves. Le plafond est fixé à 20% de leurs recettes publiques de l'année précédente. Eh bien, si les pays africains ont besoin d'emprunter plus de 20% de leur propre argent, la France dispose d'un droit de veto. La grande interrogation, c'est pourquoi?
Numéro 3. Le droit de premier refus sur toute ressource brute ou naturelle découverte dans le pays. Eh bien, la France a le premier droit d'achat des ressources naturelles de la terre de ses ex-colonies. Ce n'est qu'après que la France ait dit « je ne suis pas intéressé » que les pays africains sont autorisés à chercher d'autres partenaires. Allez savoir. 4. Priorité aux intérêts et aux entreprises françaises dans les marchés publics et appels d'offres publics. Eh bien, dans l'attribution des marchés publics, les entreprises françaises ont la priorité sur l'attribution, même si les pays africains peuvent obtenir un meilleur rapport qualité-prix ailleurs. En conséquence, dans la plupart des ex-colonies françaises, tous les leviers économiques des pays sont entre les mains des expatriés français. Je vous prends un cas. En Côte d'Ivoire, par exemple, les entreprises françaises possèdent et contrôlent tous les grands services publics. Eau, électricité, téléphonie mobile, transport, port et les grandes banques. C'est la même chose dans le commerce, la construction et l'agriculture. 5. Droit exclusif de fournir des équipements militaires et de former des officiers militaires des colonies. Eh bien, grâce à un système sophistiqué de bourses, de subventions et des accords de défense attachés au pacte colonial, les Africains doivent envoyer leurs officiers supérieurs en formation, vous avez bien compris, en France. Si je continue, ça va être encore plus compliqué que ça. Messieurs, en 6, le droit pour la France de déployer les troupes et d'intervenir militairement dans le pays pour défendre ses intérêts. Pas les intérêts du pays en somme, mais ses propres intérêts. On parle bien sûr des intérêts de la France. En vertu de ce qu'on appelle les accords de défense entre guillemets, attachés au pacte colonial, la France a le droit d'intervenir militairement dans les pays africains et aussi de stationner des troupes en permanence dans les bases et installations militaires entièrement gérées par les Français. Voilà pourquoi vous allez voir les bases militaires sur tout le continent africain. Je vais m'arrêter là pour l'heure. En 7, l'obligation de faire du français la langue officielle du pays et la langue pour l'éducation. Oui, monsieur, vous devez parler français, la langue de Molière. Une organisation de la langue française et de la diffusion de la culture française a même été créée pendant la colonisation. Elle s'appelle la francophonie et possède plusieurs organisations satellites. Eh bien, ces organisations sont affiliées et contrôlées par le ministre français des Affaires étrangères. On parle encore là de diplomatie. Est-ce cela en tout cas la diplomatie? 8. L'obligation d'utiliser le franc CFA, franc des colonies françaises d'Afrique. On en parle d'ailleurs sur ce plateau à Bousque vêtu. En 9, l'obligation d'envoyer en France un bilan annuel et un rapport de l'état des réserves. Je me pose souvent la question de savoir pourquoi. Je vais passer, pour ne pas tellement perdre du temps. En 10, pour terminer, renoncer à toute alliance militaire avec d'autres pays, sauf autorisation de la France. J'explique. Pourquoi les alliances militaires régionales en Afrique sont les plus faibles? C'est la grande interrogation. Eh bien, la plupart des pays ont seulement des alliances militaires avec leurs ex-colonisateurs. Je parle bien sûr de la France. Drôle, mais vous ne pouvez pas faire mieux. La France leur interdit toute autre alliance militaire. 11. L'obligation de s'allier avec la France en cas de guerre ou de crise mondiale. Vous ne pouvez pas vous allier avec un autre pays en dehors de la France. Ce qui vaut aujourd'hui à plusieurs chefs d'État africains de s'être alliés à la Russie, de s'être alliés à la Chine. Quelque part, on veut à tout prix les déstabiliser. Messieurs, voilà quelques 11 accords coloniaux qui ont été signés et on se pose souvent la question, pourquoi les avoir signés et pourquoi ces accords existent encore aujourd'hui où nous sommes le 5 novembre de l'an 2020. De Gaulle interpelle Foccart. Dites-moi,
Il est bien ce Tshombe. Il faudrait l'aider. Mais nous l'aidons, mon général. Nous l'aidons. Chrétien, anticommuniste et donc pro-occidental, Moïse Tshombe, l'homme qu'il faut aider, est le président du jeune État du Katanga. Tshombe a fait sécession lorsque le Congo belge devient indépendant en 1960. Il est soutenu financièrement par la toute-puissante Union minière du Katanga, qui regroupe les intérêts de l'ancien colonisateur belge, ce qui lui a valu le surnom de Monsieur Tiroir-Caisse. Dicton, qui tient le Katanga détient la fortune du Congo. Cette province est en effet si riche en minerais que l'on parle d'anomalie géologique. Depuis toujours, les puissances occidentales lorgnent dessus. Les soviétiques également. C'est une des premières réserves au monde en cuivre. Donc, but stratégique de premier ordre. Donc là, c'est pas une histoire africaine, c'est une histoire est-ouest. L'indépendance du Congo est conduite par un brillant Premier ministre, Patrice Lumumba. Mais il a des sympathies communistes. Mauvais point pour lui car il devient l'homme à abattre pour les Occidentaux. L'armée congolaise est dirigée par un homme dont on n'a pas fini de parler. Anticommuniste et secrètement opposé à son Premier ministre Lumumba, il s'appelle Mobutu et il est soutenu par la CIA. Pour la CIA, il faut empêcher le Congo de sombrer dans le communisme, réunifier le pays et en faire une chasse gardée. Pour le KGB, le Congo doit entrer dans le bloc de l'Est. Pour Foccart, il faut supplanter la Belgique et faire entrer le Katanga, et pourquoi pas tout le Congo, dans le giron de la France. Si les Belges décampent, le Congo doit tout naturellement entrer dans le précaré français. Point final. Donc ça, c'est un des angles très très importants, c'est donc la lutte contre les Rouges, et un deuxième qu'on claironne un peu moins, mais qui est presque aussi fort, c'est le containment des anglo-saxons. On règle d'abord la question Lumumba. Mobutu l'arrête. Par un tragique concours de circonstances qui se nomme sans doute CIA, Lumumba se retrouve aux mains des Katangais de Moïse Tshombe. Apparemment, les deux ennemis Mobutu et Tshombe font alliance de circonstances pour régler le cas du troisième larron. Les conditions de la disparition de Lumumba et de deux de ses ministres au Katanga restent mystérieuses. Leurs corps n'ont jamais été retrouvés. Ils auraient été découpés, puis dissous à l'acide. La présidence de Sylvanus Olympio sera de courte durée. En janvier 1963, moins de 3 ans après l'indépendance, alors que le chef de l'État refuse l'intégration dans l'armée des anciens militaires engagés volontaires des campagnes d'Algérie et du Vietnam, et s'apprête à abandonner le franc CFA, il est assassiné lors d'un coup d'État mené par Étienne Eyadema et les demi-soldes. L'ancien Premier ministre Nicolas Grunitzky, favorable au rapprochement avec la France, lui succède, mais 4 ans plus tard, il est à son tour déposé par Eyadema, qui s'installe au pouvoir et impose sa dictature pour 4 décennies. Mogadiscio, capitale de la Somalie, ces images ont été prises la semaine dernière après l'assassinat du président de la République, M. Rachid Ali Shermak. Aujourd'hui, 24 heures après les obsèques du président, un coup d'État militaire a renversé le gouvernement légal, instaurant un conseil révolutionnaire. La radio de Mogadiscio affirme que ce coup d'État a été très bien accepté par l'ensemble de la population. Cependant, des militaires en tenue de combat, baïonnettes au canon, ont occupé les points stratégiques de la ville. Quant au Premier ministre, M. Ibrahim Egal, il a été arrêté, l'Assemblée nationale a été dissoute et les députés priés de regagner leur circonscription. Par ailleurs, la Constitution a été abolie. Pour l'instant, la Somalie est totalement isolée du reste du monde.
أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Richard Ratzimandrav, qui eut pour mission d'assurer la défense de l'économie nationale et la sauvegarde et la surveillance des grandes compagnies étrangères commerciales. Et dans le domaine national, il mit surtout en pratique et en œuvre le Fokonolona, on prononce en malgache Fuknul, c'est-à-dire une collectivité traditionnelle qu'il réhabilitait au détriment, en lieu et place, si je puis dire, des communes rurales instaurées par la France au temps de la colonie et ensuite déployées et comment dirais-je, diffusées sur l'ensemble du pays par Tirane. Les rivalités personnelles, politiques et tribales au sein du gouvernement, qui reflétaient d'ailleurs tout à fait les dissensions ethniques de toujours de la Grande Île, un complot même au cœur de l'armée en décembre 1974, sont autant d'éléments et d'événements qui vont contraindre le général Ramalanso à dissoudre son gouvernement. 10 jours plus tard, tirant davantage encore les leçons de son échec, le général Ramalanso remettait solennellement les pleins pouvoirs au colonel Richard Ratzimandrav. Après seulement 6 jours passés à la tête de la nation, Ratzimandrav était assassiné un soir en regagnant son domicile sur les hauteurs de Tananarive par des éléments du groupe mobile de police et surtout à l'initiative de commanditaires discrets. Le directoire militaire institué dans la nuit même, après le drame, et dirigé par le général Andriama Azo, n'aura d'autre activité que de préparer la venue au pouvoir de Didier Ratsirac, d'abord en qualité de président du Conseil suprême de la Révolution, institué en 1975, le 15 juin, puis à l'occasion d'un référendum plébiscite où Didier Ratsirac se faisait élire président de la République malgache. Le régime autoritaire imposé alors conduira inexorablement le peuple malgache à vivre désormais dans la misère, sa liberté perdue. En 1972, la politique étrangère du Tchad reçoit une nouvelle orientation qui consiste à s'intéresser aux pays arabes. Il rompt ses relations avec Israël et renoue les relations avec le Soudan et la Libye pour qu'il cesse d'aider le Frolina. Le 27 août 1973, le parti présidentiel PPT est dissous et cède la place au MNRCS, le Mouvement national pour la révolution culturelle et sociale. Cette révolution culturelle est appelée aussi retour aux sources. Elle passe par l'instauration des valeurs culturelles traditionnelles comme la danse, le rétablissement des chefferies traditionnelles, le changement de prénoms empruntés à l'Occident par des prénoms d'origine africaine ou tchadienne. En avril 1914, les rebelles du Nord procèdent à l'enlèvement de quelques Occidentaux, dont l'archéologue française Françoise Clostre. Le 4 août de la même année, un autre Français, le commandant Pierre Galopin, est pris en otage. Il est parti négocier la libération de Madame Clostre. À cause de ces enlèvements, les relations entre la France et le Tchad se sont détériorées et la France se trouve dans une position délicate. L'un des points de divergence entre le gouvernement, c'est aussi l'exploitation du pétrole. Car la France soutenait à l'époque que le sous-sol tchadien n'avait aucune richesse minière, mais Tom Barbaï pensait le contraire. En réponse à la demande du Tchad, la firme américaine Conoco, après la prospection effectuée à Miandoum, a révélé que les sous-sols tchadiens regorgent d'énormes ressources pétrolières. Eu égard au climat de tension qui prévalait dans le pays,
Et n'ayant pas confiance aux militaires de l'armée tchadienne, le chef de l'État créa la compagnie tchadienne de sécurité, la CTS. Craignant un complot des militaires soutenus par des forces extérieures, le président Tombalbaye fait emprisonner le 24 juin 1973 le général Félix Maloum, chef d'état-major de l'armée. 2 ans après, le président Tombalbaye arrête d'autres officiers de l'armée le 2 avril 1975. Ces arrestations incitent des militaires à préparer un coup d'État. Mais déjà, le président pressentait ce complot. Dans ses déclarations, il se montre toujours agressif envers les hommes politiques et envers les militaires qu'il qualifie de bœufs en uniforme. La veille du 13 avril 1975, le président Tombalbaye convoque les responsables de la sécurité et leur donne des consignes. Malgré les précautions prises par le président, les 3 hommes n'ont pas eu le temps d'appliquer ces consignes. Et les militaires mettent en exécution leur plan. C'est ainsi que le président Garta Tombalbaye a trouvé la mort ce jour 13 avril 1975. Quelques heures après, le général Odinga Noël, commandant en chef par intérim, lit la déclaration des auteurs du putsch à la radio nationale. Ce qui a facilité la réussite du coup d'État, c'est aussi l'ingérence de la garde nationale dirigée par M. Gourvenec de nationalité française. Fellow Nigerians, events of the past few years have indicated that despite our great human and material resources, the government has not been able to fulfill the legitimate expectations of our people. Nigeria has been left to drift. This situation, if not arrested, would inevitably have resulted in chaos and even bloodshed. In the endeavor to build a strong, united, and virile nation, Nigerians have shed much blood. The thought of further bloodshed, for whatever reasons, must, I'm sure, be revolting to our people. The armed forces, having examined the situation, came to the conclusion that certain changes were inevitable. After the Civil War, the affairs of state, hitherto a collective responsibility, became characterized by a lack of consultation, indecision, indiscipline, and even neglect. À la Révolution et au Parti congolais du travail. Je m'engage, en me guidant le principe marxiste, à défendre les statuts et la Constitution, à consacrer toutes mes forces au triomphe des idéaux prolétariens du peuple congolais, dans le travail, la démocratie et la paix. Je dois dire que je suis satisfait des entretiens que j'ai eus avec le président Pompidou, parce que toutes les questions que nous avons abordées ont, à mon avis, trouvé leur solution. Solution à court et à long terme.
On a l'impression qu'on veut diviser les Africains pour régner. Ou alors il y a certainement d'autres intérêts plus importants que les nôtres qui font que l'on ne puisse pas se comprendre. Lorsque le président Marien Ngouabi est assassiné le 18 mars 1977, le général Yombi s'est trouvé ici au Rwanda. C'est Sassou qui a pris la présidence du CMP. Dans la nuit même, il a fait assassiner les sentinelles. Parce que c'est sur ces instructions que le commando est passé. Alors il ne pouvait pas faire en sorte que l'on sache la vérité. Dans la nuit même, on a exécuté les sentinelles. Ce n'est pas nos services de sécurité qui ont découvert là où se trouvait Kikadidi. Or, Kikadidi a été reçu par le camarade de Sassou avant. Tout juste avant d'aller monter l'opération de conduire le commando qui a conduit à l'assassinat du président Marien Ngouabi. Lorsque nous avons su là où se trouvait Kikadidi, la mission était de faire en sorte que l'on trouve Kikadidi vivant pour qu'il nous rende compte de son entretien avec le camarade Sassou. Voilà que dans la nuit, en sa qualité de ministre de la Défense, le président Sassou forme un groupe pour qu'au lieu de prendre le Kikadidi vivant, on l'exécute. Tous les secrets étaient cachés. Est-ce que vous pouvez penser, dans l'histoire de ce monde, une seule tribu peut faire un coup d'État? Et quand on a arrêté les officiers, il n'y a pas un combattant qu'on a arrêté. C'est ridicule. Aujourd'hui, chacun ici, là, du scandale, vive le mouvement salutaire du 5 février. Ce n'est pas un mouvement salutaire du 5 février. L'histoire doit se refaire. Il s'agit d'un coup d'État conspirateur. Il n'y a jamais eu de mouvement du 5 février. Mais c'est la conspiration. Tu vois partout dans le mouvement salutaire. Oui, mais vous dites un mouvement salutaire parce qu'aujourd'hui, ça soit encore le pouvoir. Même si les gens meurent, une génération dirait que ça a été un coup d'État. አዳሪያን የጨቋኝና በዝባዥ ኃይሎች ካለፈው ስህተታቸውና አጉል ግትርነታቸው እንዳልተማሩ ኢያን ስሚስና ግብረ አበሮቹ መንግስት የብዙሃኑ የሚለውን መርሆ ለመቀበል ተገዷል። ዘላቂ መፍትሄ ሊያስገኝ የሚችል ይህ መርሆ ብቻ መሆኑን ስንቀበል አሁን በድርድር ላይ ያለው የመሸጋገሪያ ጊዜ መንግስት ሁኔታው ከዚህ መርሆ ውጪ እንዳይሆን አጥብቀን እንጠይቃለን። በርከት ያሉ ምሳሌዎችን መጥቀስ ቢቻልም በኤርትራ Les Comores, 4 grandes îles stratégiquement situées à l'entrée du canal du Mozambique. Colonie française jusqu'en 1975, 3 d'entre elles accèdent à l'indépendance par référendum. Seule l'île de Mayotte choisit de rester un département d'outre-mer. Un choix que conteste le président de la toute nouvelle République des Comores indépendantes,
Ahmed Abdallah. Lors de sa première virée dans l'archipel, Bob Denard chasse le président Abdallah et le remplace par Ali Swahili, plus favorable à la France. Mais ce dernier impose un régime très dur qui gêne Paris. Ali Swahili est le nouvel homme fort du pays. Fidèle à son programme, il s'appuie sur les masses populaires pour se débarrasser de la bourgeoisie. Pour mener à bien sa réforme agraire, l'ensemble des Comoriens est appelé au champ. Mais très vite, Bob Denard et la France s'inquiètent de la mise en place de la politique révolutionnaire de Swahili et de ses dérives marxistes. Au fur et à mesure de notre présence ici, on a vu que l'orientation politique changeait et qu'elle était contraire à nos convictions de toujours. Alors nous nous sommes retirés. La rupture avec Ali Swahili consommée, Denard quitte les Comores. Ironie de l'histoire, lorsque Bob Denard retourne aux Comores, c'est pour défaire ce qu'il a fait 3 ans plus tôt. Il est 2 h du matin le 13 mai 1978. Sur le pont de l'Antinéa, un cargo de réforme, une cinquantaine d'hommes embarquent sur des Zodiacs et foncent à l'assaut des plages comoriennes. L'opération Atlantide a commencé. 2 heures plus tard, le président Ali Swahili est en prison. Ahmed Abdallah retrouve son siège. Il ne contestera plus jamais l'appartenance de Mayotte à la France. Selon le colonel, cette mission a été validée par les services secrets. C'est sûr que le coup d'État de 78, c'est avalisé par la haute hiérarchie de la DGSE, pas forcément le patron de la DGSE, mais la haute hiérarchie de la DGSE, le service action, ça fait aucun doute. Ancien directeur général des services secrets français, la DGSE, Claude Zilberzan admet du bout des lèvres des contacts avec Denard. Il ne faut pas qu'à un moment donné, un homme comme Denard dise « je traite avec le directeur général des services », vous comprenez? Jamais il peut dire ça. Ça ne veut pas dire qu'il ne voit pas des gens du service. Ali Swahili, celui que Denard avait aidé à mettre en place, sera tué quelques semaines plus tard, lors d'une tentative d'évasion. Certains y voient la main du colonel. Le chapitre révolutionnaire se referme sur les Comores. C'est un homme un peu dérangeant, le président Sankara. Il pose des questions, quoi. Avec lui, il n'est pas facile de dormir en paix. Thomas Sankara, on a l'impression que c'était vraiment la mauvaise conscience de la France socialiste en Afrique dans les années 80. Oui, on peut dire ça. Et donc la pique de Sankara envers Mitterrand, ça concerne essentiellement donc cette problématique de l'apartheid. Donc il faut se rappeler qu'à l'époque, l'apartheid sévissait en Afrique du Sud. Et donc Sankara était un grand combattant contre l'apartheid. Et donc il a reproché à Mitterrand, aux autorités françaises, d'avoir reçu Pik Botha, qui était le premier ministre du régime sud-africain, je crois. Et Jonas Savimbi. Jonas Savimbi, qui lui faisait la guerre pour l'UNITA en Angola, donc qui soutenait le régime blanc de l'apartheid. Donc c'était inconcevable. La France, qui est la patrie des droits de l'homme, comment ce pays peut recevoir des gens qui ont des personnages qui ont les mains tachées de sang. Donc c'est un discours cohérent. Je veux dire, il n'a pas laissé passer l'occasion de critiquer Mitterrand pour avoir reçu ces gens. Et on sent François Mitterrand très mal à l'aise. D'ailleurs, il tousse à un moment quand on lui parle de Jonas Savimbi et de Pik Botha. Oui, parce que d'une certaine manière, c'est comme si Sankara sortait du cadre, ne respectait pas un protocole de bon usage d'amitié franco-burkinabé. Il y avait un imprévu, quoi. Donc Mitterrand a été très surpris par cette vindicte de Sankara et bon, ça l'a beaucoup agacé. Alors vous dites que Thomas Sankara ne respectait pas les usages. Il y a encore un exemple qu'on voit dans votre film qui est peut-être plus connu, c'est le discours sur la dette en juillet 1987. Là, Thomas Sankara s'exprime devant l'OUA, l'Organisation de l'Unité africaine, et il appelle à ne pas payer la dette extérieure. Je ne parle pas seulement au nom du Burkina Faso, mais également au nom de tous ceux qui ont mal quelque part. Je parle au nom de ces millions d'êtres qui sont dans les ghettos, parce qu'ils ont la peau noire. Je parle au nom des femmes du monde entier qui souffrent d'un système d'exploitation. Elles sont aujourd'hui dominées par des hommes eux-mêmes dominés. Donc elles sont doublement dominées. Alors, on est 2 mois et demi avant son assassinat et quand on voit l'enchaînement des images dans votre film, on peut se demander si c'est pas ce discours qui a scellé son sort. Oui, bon, donc c'est un peu symbolique, oui, parce que c'est peut-être un des discours les plus forts qui déstabilise un peu plus, qui remet le plus en cause, en question l'ordre mondial.
Mais dans la réalité, en fait, c'est pas uniquement ce discours il n'est pas mort à cause de discours en particulier. Il est peut-être décédé il a été assassiné peut-être à cause de tous les discours qu'il a prononcés pendant sa présidence et même avant sa présidence. Faut se rappeler que Thomas Sankara était Premier ministre dans le précédent gouvernement, en 83, il n'a tenu que 3 mois parce que déjà il disait tout ce qu'il pensait et là les autorités françaises sont intervenues, ont délégué M. Guy Pen qui a fait enfermer Sankara le 17 mai 83. C'est ce qui a conduit à la popularité de Sankara, c'est que les gens sont sortis spontanément dans la rue, tous les Burkinabés sont sortis dans la rue pour réclamer la libération de Sankara qui avait été injustement enfermé alors qu'il disait la vérité entre guillemets et on voyait bien qu'il y avait une ingérence française dans la politique intérieure du Burkina. Et après, il a pris le pouvoir. Et donc les conséquences, c'est qu'il a été porté au pouvoir, si vous voulez, parce que Sankara n'a pas prévu ce coup d'État du 4 août 83. Il s'est fait grâce à ces jeunes officiers qui remettaient en cause le pouvoir des vieux officiers, dont le général Lamizana. Et donc il y a tout un mouvement dans les années 80 qui, successivement, vous avez trois gouvernements qui se succèdent suite à la chute de Lamizana en 81. Et donc finalement, en interne, au bout de trois changements de régime, finalement c'est la révolution du 4 août qui l'emporte, on va dire, et comme Sankara est le personnage le plus populaire du pays, c'est lui qui est porté au pouvoir, enfin il devient président si j'ose dire. Alors justement l'enquête sur Thomas Sankara, sur sa mort, a été bloquée pendant 25 ans par le régime de Blaise Compaoré. Cette année son corps, criblé de balles, a été exhumé alors que sur le certificat de décès officiel c'était marqué mort de mort naturelle. Il y a eu plusieurs inculpations. Est-ce qu'on pourra connaître un jour la vérité sans faire de politique fiction, Christophe Cuclin ? Je le souhaite, je l'espère. Vous savez que c'est très difficile de faire la justice, d'autant plus 28 ans après les faits. Non, au Comores, à un moment, il s'est senti intouchable. Il s'est converti à l'islam. Il a épousé une Comorienne. Et bon, il était chez lui. Mais tout ça, c'est une conversion opportune. D'opportunisme, pour pouvoir justement maquiller tout ce qu'il faisait. Denard a développé ses affaires personnelles en créant la Sogecom, en faisant fructifier l'argent que les Sud-Africains versaient pour la garde, et puis en essayant d'utiliser cet argent pour ensuite aller prendre des contacts dans certains pays du monde, en particulier en Asie, pour essayer de créer des liens pour favoriser le développement économique des Comores. Son chiffre d'affaires de 78 en 1989 était évalué, estimé à 800 millions de francs français à l'époque. Donc c'était une présence qui était fructueuse. Les gens ont très peur de lui. Ont très peur de lui puisque c'est la terreur. La fidélité, il l'a eu avec ses hommes. Est-ce qu'il l'a eu, selon vous, avec les Comoriens ? Ah oui. Et il disait toujours, il faut montrer la force pour ne pas avoir à s'en servir. Ça a été sa devise. Il veut créer une agence internationale du mercenariat. Une base arrière aux Comores, idéalement située, doit agir rapidement à la demande de n'importe quel chef d'État. D'avion en avion, Bob Denard réactive ses réseaux pour s'ouvrir de nouveaux marchés. En 1989, la situation internationale change. Le mur de Berlin s'effondre, entraînant dans sa chute le bloc communiste. En Afrique du Sud, le régime de l'apartheid vit ses derniers jours. Pour Bob Denard, c'est son principal pourvoyeur de fonds qui disparaît. Sans soutien, sans argent, sans option de repli, Denard tente un coup de force contre le président Abdallah. Bob Denard ont préparé une forme de soulèvement des militaires ou bien des gendarmes pour faire un assaut à la présidence. Ils sont allés réveiller Abdallah pour lui dire écoutez, vous êtes menacé. Il faut absolument signer ce document pour nous autoriser à prendre possession et des forces armées comoriennes, la gendarmerie et puis le GP. Puisque si vous ne le faites pas, vous êtes menacé, ils veulent venir vous destituer. Et tout Abdallah est monté dans sa chambre, dans son bureau avec son pyjama. Si vous voulez, la chambre, enfin le bureau du président Abdallah, il y avait des escaliers, j'étais en bas de l'escalier. Dans le bureau se trouve le président, un garde du corps,
le commandant Marquez, qui est le commandant opérationnel de la garde présidentielle, le capitaine Siam et Bob Denard. Donc le scénario est assez simple. Il faut qu'Abdallah signe l'ordre de désarmement des forces armées, ce qu'il fait. Moroni, le 27 novembre 1989, minuit 10. Ordre est donné à la garde présidentielle de désarmer les forces armées comoriennes. Les autorités civiles et militaires, en l'occurrence la gendarmerie, doivent leur apporter assistance à toute réquisition de leur part. Président Ahmed Abdallah. À ce moment-là, selon la version des 3 hommes, ce garde du corps fait son entrée, considère que le président est menacé et utilise sa Kalachnikov, enfin veut utiliser sa Kalachnikov. En tout cas, une rafale part et le président est tué sur le coup. Qu'est-ce que vous entendez dans cette pièce qui est à côté Rien. Bon, je pouvais rien entendre. De l'endroit où vous étiez Moi, ça tirait de tous les côtés. On entendait tirer de tous les côtés. Moi, j'étais en bas, j'interdisais l'accès, ou je protégeais, si vous voulez, l'accès au palais, au bureau du président. Je crois sincèrement que ni Denard, ni Malacrino, ni le capitaine Siam n'avaient prémédité la mort du président. En tout cas, c'était pas dans leur intérêt de tuer l'homme qui tenait à ce que la GP survive. Et sans la volonté d'Abdallah, il n'y avait plus personne, en tout cas, pour légitimer la survie de la garde présidentielle. La France voulait se débarrasser des mercenaires, et l'Afrique du Sud, en tout cas, avait déjà coupé les ponts financiers. Qui a tué le président Abdallah? La justice française, saisie du dossier, ne tranchera jamais et relaxera Denard, faute de preuves. « 28 ans après son exil au Maroc, l'ancien coordinateur national du déclenchement de la révolution du 1er novembre 1954 revient à Alger le 16 janvier 1992 en tant que président de l'État. Un retour qui ravit tout un peuple, mais qui contrarie ses adversaires politiques. Dès son premier discours, son but fut clair. Boudiaf voulait rassembler les Algériens. L'Algérie vit une situation très difficile. Et je crois que c'est cet élément qui m'a poussé à revenir. J'étais réticent, mais j'ai senti qu'il était de mon devoir de retourner dans ce pays pour essayer d'apporter ma contribution et aider à ce que ce pays s'en sorte et le plus rapidement possible de la crise qu'il vit. À cette époque, l'Algérie fut-elle un navire qui se noyait dans un bain de sang. Ces cadres ont été mis sur la touche, ils ont été marginalisés. Il faut les trouver, il faut leur donner confiance. Il faut essayer de travailler avec eux. J'ai fait des réunions avec les jeunes, avec les femmes, avec les syndicats, avec les entreprises privées. Et je sens que dans ces gens-là, avec les universitaires, qu'il y a des bonnes volontés, à qui il faut faire rendre la confiance et l'espoir. Et dans cette Algérie, il y a tous les éléments pour s'en sortir, pour se sortir de cette situation, du point de vue matériel comme du point de vue humain. Mais ça, c'est vrai, c'est dramatique ce que vit la jeunesse algérienne, parce que depuis l'indépendance jusqu'à nos jours, jusqu'en 80, jusqu'à cette époque, cette jeunesse, dans sa grande majorité, il a été mise de côté, il a été exclu. Je comprends sa révolte. Ce que je voudrais dire à ces jeunes, que s'ils sont un avenir, c'est dans cette Algérie. Abattu à Annaba alors qu'il prononçait son dernier discours, Mohamed Boudiaf n'a même pas eu le temps de finir. Les lâches commanditaires de ce crime ne l'ont pas laissé mener à terme sa dernière mission, qui consistait en l'élimination de la mafia, ainsi que la neutralisation des intégristes et la démocratisation du système. En gros, Mohamed Boudiaf voulait sauvegarder l'Algérie. Son sacrifice pour ce pays est légendaire, que ce soit avant ou après l'indépendance. Et cet assassinat n'a toujours pas livré ses vérités. Des vérités que tout un peuple ainsi que les proches du défunt attendent depuis des années. 27 ans après ce lâche crime, la mort de Boudiaf demeure le secret le mieux gardé en Algérie. Le président Melchior Ndadaye est né en commune de Nyabihanga, en province de Moaro. Il a fréquenté l'école primaire en sa commune natale, puis l'école secondaire à Gitega. En exil au Rwanda, il a poursuivi ses études au groupe scolaire de Butare, où il a décroché 2 diplômes, une qualification pédagogique et une autre en gestion bancaire.
Au Rwanda, Melchior Ndadaye a dirigé le mouvement Bambere qui regroupait des étudiants burundais et réfugiés en ce pays. En son retour d'exil en 1983, Melchior Ndadaye est parmi les fondateurs du parti Sahwanya Frodebu, Front pour la démocratie au Burundi, une formation politique qu'il a par la suite dirigée. À l'issue des élections présidentielles de juin 1993, Melchior Ndadaye, candidat du Frodebu, a remporté la victoire et est devenu premier président du Burundi démocratiquement élu. À son investiture, le président Ndadaye a annoncé aux Burundais qu'il allait organiser un Burundi nouveau, un Burundi caractérisé par une sécurité pour tous, une justice pour tous, une liberté et une dignité pour tous. Après 3 mois de fonction, le président Melchior Ndadaye est assassiné. C'était le 21 octobre 1993 avec d'autres hautes personnalités du pays. Notons qu'après ce drame, des massacres de population se sont produits à travers toutes les provinces du pays. Pierre Buyoya, l'ex-président burundais, qui dénonce une manipulation politique après le mandat d'arrêt émis contre lui par Bujumbura. La justice burundaise l'accuse d'être impliqué dans l'assassinat en 1993 de Melchior Ndadaye, premier président hutu démocratiquement élu du pays. Un assassinat qui avait été à l'origine d'une guerre civile qui avait fait plus de 300 000 morts. En 1998, une dizaine de soldats avaient été condamnés pour le meurtre de l'ancien président. Mais aucun haut gradé n'avait été inculpé, jusqu'à l'émission vendredi dernier d'un mandat d'arrêt international contre Pierre Buyoya et 16 autres personnes pour leur rôle présumé dans l'affaire. Le lendemain, l'Union africaine avait appelé Bujumbura à calmer le jeu, provoquant une réponse cinglante de l'ambassadeur burundais aux Nations Unies. Nous conseillons fortement à certains acteurs de la communauté internationale de ne pas infantiliser le Burundi en intervenant dans ces affaires politiques sans y être invités. En 2015, la décision du président Pierre Nkurunziza de briguer un 3e mandat avait plongé le Burundi dans une grave crise politique qui a déjà fait plus de 1000 morts et 400 000 déplacés. On s'arrête sur ces nouvelles révélations. L'implication des autorités françaises est encore une fois épinglée par l'ONG Survie. Avec nous sur ce plateau, François Graner, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre de l'association Survie. Vous êtes l'un des auteurs du rapport Le crapuleux destin de Robert Bernard Martin, Bob Denard et le Rwanda. Alors, vous affirmez aujourd'hui que le mercenaire est impliqué dans le génocide des Tutsis ne serait autre que Bob Denard. Comment vous avez découvert son identité? Alors, c'est le Robert Bernard Martin. C'est un pseudonyme qu'il utilisait à l'époque et il avait un faux passeport à ce nom. Ce qui prouve qu'il devait avoir des soutiens. Il avait un permis de conduire aussi à ce nom. Et on retrouve ces documents, y compris même sur un site à sa gloire, puisque ce genre de site existe. Ouais. Dans votre rapport, la société de Bob Denard, selon vous, a passé des contrats avec le ministère de la Défense au Rwanda entre juin et juillet 1994. Quelles sont les preuves dont vous disposez? Alors, on dispose de plusieurs choses, et en particulier le compte-rendu côté rwandais de la mission qui a été affectée à Bob Denard, et du côté français, le reçu du paiement du chèque qu'il a encaissé au mois de juillet après ses missions. Plus, on a aussi des traces, des comptes rendus via la direction de sécurité du territoire de la part du fait qu'il cherchait à se procurer des armes à ce moment-là. Et on a aussi les preuves d'un voyage que son bras droit a fait à 2 reprises au Rwanda pendant le génocide. Et quelle était la mission de Bob Denard pour le gouvernement génocidaire? Alors, il faut voir que le gouvernement génocidaire, à ce moment-là, met la priorité sur le génocide plus que sur l'action militaire. Et donc, il est en faiblesse par rapport à son opposition armée, celle du Front patriotique rwandais. Et alors, comme son armée est incapable de faire face, il fait appel à des extérieurs, et en particulier des Français. Il demande à l'armée française et à des mercenaires de lui fournir des armes et de lui fournir des hommes pour la formation et l'encadrement de ses troupes. Et quel était le rôle de Bob Denard là-dessus? Alors là, c'est plutôt pour formation et renseignement. Alors Bob Denard aurait reçu une somme d'argent qui aurait transité en partie via la banque française BNP, une banque qui, je rappelle, est visée par une enquête pour complicité de génocide. Ce sont des accusations graves. Est-ce que vous avez des preuves? Alors la plainte qui est déjà en cours dans les mains de la justice vise le financement de vente d'armes au gouvernement génocidaire. Ici, là, ce qu'on a, c'est le reçu signé par Bob Denard
avec la même signature que sur son faux passeport et la même écriture, et où on voit qu'il a encaissé 200 000 $, soit 1 million de francs français de l'époque. Il y a le numéro du chèque, le numéro du compte qui est à la BNP, effectivement. Dans votre rapport, vous affirmez aussi que les autorités françaises étaient au courant de l'implication de Bob Denard. Qu'est-ce qui vous permet d'affirmer cela aujourd'hui? Alors, la première chose, c'est déjà la BNP, puisque si vous avez quelqu'un qui, que ce soit sous un vrai ou un faux nom comme lui, encaisse 200 000 $ comme ça de la part d'un gouvernement qui, le 5 juillet, est accusé par l'ONU, par tous les gouvernements du monde entier, et par toutes les télés du monde entier, est accusé d'avoir commis un génocide, si vous voulez, si ce compte-là n'a pas été surveillé, on peut se demander ce qui se passe. Donc, très vraisemblablement, la BNP est au courant et est mouillée dans cette histoire. Mais donc, les autorités françaises elles-mêmes, on sait bien que Bob Denard, d'une part, il est l'État français l'a toujours au moins laissé faire avec un feu orange, on va dire, c'est-à-dire allez-y, voilà. Il y a et quand ce n'est pas à la demande de l'État français qu'il intervient. Ce qu'on voit aussi, c'est que le jour même où le lieutenant de Denard arrive au Rwanda, on a une note du conseiller militaire de François Mitterrand qui donne par écrit à Mitterrand l'indication qui prône ce qu'il appelle une stratégie indirecte, c'est-à-dire là où la France ne peut pas agir officiellement, il faut des détours pour agir, et typiquement, le détour, c'est le mercenariat. Qui a abattu l'avion qui transportait le président rwandais Juvenal Habyarimana ce 6 avril 1994, l'épisode déclencheur du génocide des Tutsis. 25 ans plus tard, et après de nombreux rebondissements, la justice française écarte définitivement la thèse d'un assassinat orchestré par 9 proches de l'actuel président Kagame. Ce non-lieu va aussi faire refermer l'enquête et donc empêcher que l'on explore les autres pistes qu'il y avait dans cette enquête, à savoir la piste des commanditaires possiblement extrémistes Hutus, qui avaient un mobile politique de vouloir tuer Habyarimana, qui avait planifié de longue date l'exécution du génocide et qui n'avait pas réussi à le déclencher par d'autres actions qu'ils ont menées précédemment. L'exploration de cette autre piste, c'est le souhait de cette association qui veut faire toute la lumière sur le rôle trouble de la France. Cette piste d'un attentat planifié par les extrémistes Hutus avec une éventuelle aide extérieure n'est pas examinée par la justice française. Cette soi-disant affaire a été une parodie de justice, une farce totale qui n'aurait pas dû se produire en premier lieu. Les avocats de la famille Habyarimana et celle de l'équipage français de l'avion ont annoncé qu'ils formaient un pourvoi en cassation. Mohamed Taki, ex-président de l'Assemblée fédérale comorienne, rentré au pays après 6 ans d'exil volontaire à Paris. Leader de l'UNDC, l'Union nationale pour la démocratie aux Comores. Je crois que les Comores sont complètement détruites. Il faudra les redresser dans tous les domaines. Bon, bien entendu, il y a des priorités, comme la fonction publique. Il faudrait qu'il y ait un État d'abord, qu'il en soit un à l'intérieur et à l'extérieur. Et puis ensuite vient l'enclavement. L'alimentation en eau de la population, l'électrification du pays. Je crois que ce sont 3 priorités qui viennent après le redressement de l'État. J'ai donc estimé que nous ne pouvons pas le faire tout seul. Il faudrait qu'il y ait une table ronde par la suite qui grouperait tous les responsables politiques du pays et les États qui voudraient bien, et je crois qu'il y en a, comme des privés, qui voudraient bien venir nous aider à redresser ce pays. Alors il y a ici bien sûr l'action de la France, qui est l'ancienne puissance coloniale, une présence qui est toujours là. Est-ce que vous estimez que cette présence doit toujours demeurer prépondérante ici? Quel est votre point de vue sur les relations avec la France? Moi j'estime que la France a des relations historiques avec ce pays. Bon, elle doit, je le dis d'ailleurs à Paris, elle doit rester au premier rang, à condition qu'on laisse la population comorienne s'exprimer. Au cœur des débats, il y a enfin le problème de Mayotte. Mayotte qui a choisi de rompre les amarres avec les 3 autres îles de l'archipel au lendemain du référendum d'autodétermination de février 1976. Les autorités comoriennes n'ont jamais admis cette séparation et considèrent qu'un jour ou l'autre, l'archipel devra recouvrer son intégrité territoriale. Si tous les candidats sont unanimes sur ce point, il n'en demeure pas moins que tous estiment que les Comores devront donner des gages et que rien ne presse. Moi, j'estime qu'il y a une priorité. Il faut quand même redresser le pays dans les 3.
Et puis rétablir la liberté et la démocratie, et de façon à ne pas effrayer nos frères de Mayotte. Pendant ce temps-là, il faudrait que le gouvernement français essaye d'établir les conditions socio-économiques qui permettraient à Mayotte de réintégrer l'ensemble des autres îles le moment venu. Donc ce serait une réintégration en douceur, par étapes. Si vous voulez. Je crois que ce qui s'est passé en Nouvelle-Calédonie est une bonne leçon. Ils ont commencé par faire cohabiter les Calédoniens ensemble. Je crois que ça marche. Ça pourrait s'envisager pour Mayotte et l'ensemble des 3 autres îles. Est-ce que vous avez le sentiment que les Mahorais seraient prêts à jouer ce jeu-là? Si la France le veut, oui. Tout dépend de la France. Absolument. Le problème entre Mayotte et nous, c'est un problème franco-comorien. C'est la France. C'est Paris qui tient les ficelles. Absolument, oui. « 9 avril 1999, 9 avril 2014. 15 ans que le président Ibrahim Ménasra Baré a été assassiné lors d'un coup d'État perpétré par sa garde présidentielle. Le général Baré a pris les rênes du pouvoir, il vous souviendra, un 27 janvier 1996, alors que le Niger était plongé dans une guerre politique. C'est donc pour mettre un terme au verbiage politicien pouvant mettre en cause la cohésion et l'unité nationale que les militaires du Conseil du Salut National CSN, à leur tête Ibrahim Ménasra Baré, alors colonel, ont organisé un coup d'État. Ce coup d'État a immédiatement eu l'adhésion du peuple nigérien et des hommes politiques, des politiciens qui pensaient récupérer le pouvoir après la transition. Mais Baré voulait d'un Niger uni dans sa diversité, dirigé par des hommes politiques qui finalement ont perçu leurs responsabilités pour recréer cette cohésion et cette solidarité nationale dont le Niger avait tant besoin. Bref, il avait des perspectives pour le Niger. Baré avait affaire à une opposition politique dérangée, à des hommes politiques envieux de la réussite de la 4e République et qui n'avaient pas compris sa politique. Les objectifs du président Baré étaient nobles. Il avait cette hargne d'instaurer la paix au Niger. Le chef de l'État, le général Ibrahim Ménasra Baré, avait la main tendue vers l'opposition politique. Il persistait à croire qu'un accord avec l'opposition politique et l'organisation d'élections locales était nécessaire pour que la stabilité socio-politique dont le Niger avait besoin soit définitive. Hélas, ni l'accord, ni les élections n'ont suffi pour contenter les politiciens. La soif du pouvoir avait pris le dessus. Le général Ibrahim Ménasra Baré n'avait pas que l'opposition politique sur le dos, mais il y avait également la communauté internationale. Une communauté internationale qui refusait la vision de Baré qui était de défendre les intérêts de son pays et de défendre les intérêts du peuple du tiers-monde. Ils ont donc perçu le président Ibrahim Baré comme leur ennemi. La vision du président Ibrahim Ménasra Baré était grande pour le Niger. Il avait de l'ambition pour son pays. Malheureusement, l'envie du pouvoir a aveuglé la classe politique. Des politiciens qui n'ont pas voulu comprendre sa politique. 15 ans après son assassinat, l'histoire lui donne raison, les Nigériens regrettent sa mort. Pendant ce temps, le Niger est toujours plongé dans la guerre politique et les Nigériens attendent toujours les prémices du développement. « 21 janvier 2001. Le corps de Laurent Désiré Kabila est rapatrié du Zimbabwe, où le président congolais a été emmené 5 jours plus tôt, juste après qu'on lui a tiré dessus. Le cercueil de cet enfant du Katanga parcourt les rues de Lubumbashi.
20 ans ont passé depuis ces images et le mystère de la mort du 3e président de l'histoire du Congo reste entier. Plusieurs pistes ont été avancées. La vengeance d'hommes d'affaires libanais, l'implication du voisin rwandais. D'autres voix ont noté aussi que Laurent Désiré Kabila était jugé trop indépendant par les Occidentaux. Nous ne sommes pas contre les Occidentaux, mais nous ne sommes pas d'accord avec eux lorsqu'ils ne veulent pas que les intérêts de notre peuple soient défendus. Retour en 1997, l'année de son ascension. Après des décennies de guérilla, Laurent Désiré Kabila réussit à faire fuir le maréchal Mobutu. Il accède finalement au pouvoir. Je jure fidélité à la nation. 4 ans plus tard, qui commanditera son assassinat ? Le présumé coupable se nomme Edi Kapend. Il était l'aide de camp du président Kabila au moment des faits. Après avoir passé 20 ans en prison, il a été libéré le 8 janvier dernier, gracié par le président Tshisekedi, comme 22 autres personnes. Tous avaient été condamnés à mort en 2003 pour l'assassinat de Laurent Désiré Kabila. Edi Kapend, lui, a toujours clamé son innocence. Avec nous pour évoquer cette confusion en Guinée-Bissau, Jean-Bernard Cadier, ça ressemble à un règlement de compte entre les militaires et le pouvoir en place. Absolument. Règlement de compte au sommet entre deux hommes qui s'opposaient depuis des mois, voire des années. Règlement de compte qui datait la fin des années 90, puisque le président Vieira, qui a été assassiné, était au pouvoir lui-même depuis 80. Il a été déposé en 99 par le général Tagmé Nawai. Vieira a été réélu en 2005, mais cette histoire de 99 restait entre les deux hommes. Donc vous aviez un président d'un côté, un chef d'état-major de l'autre qui ne cessait de s'opposer, avec des incidents de plus en plus graves. En novembre dernier, le président avait échappé à une fusillade à son domicile. Il avait soupçonné une partie de l'armée. Il avait, pour se défendre, créé une puissante milice de 400 hommes. En janvier, cette milice elle-même avait été soupçonnée d'avoir porté atteinte à la vie du général. Et puis hier soir, attentat qui a coûté la vie au général. Et peut-être en représailles, la nuit dernière, le président assassiné à son domicile. C'était une sorte de pays à direction bicéphale, donc doublement décapité à l'heure où nous parlons. Et la Guinée-Bissau est un des pays les plus pauvres de la planète, qui semblait pourtant politiquement sur la voie de la normalisation depuis quelques années. Oui, il y avait eu notamment ces élections en 2005 qui avaient représenté un espoir, puisqu'elles s'étaient déroulées dans des conditions à peu près normales avec une aide puissante de la communauté internationale. La Guinée-Bissau, un petit pays grand comme la Belgique, assez peu peuplé, un peu plus d'1,5 million d'habitants, principale exportation, la noix de cajou, mais depuis quelques mois, quelques années, déstabilisé par une autre activité économique illégale, elle, c'est le passage de la drogue, la cocaïne en provenance d'Amérique latine, qui transitait de plus en plus par la Guinée-Bissau. En passant de l'Amérique latine vers l'Europe, elle passait par la Guinée-Bissau. Évidemment, ça avait profondément déstabilisé l'économie du pays et probablement aussi la vie politique. Et cette déstabilisation à laquelle on assiste aujourd'hui, déstabilisation majeure puisque c'est un pays décapité, est peut-être liée à la déstabilisation causée par le trafic de drogue. Avez-vous, oui ou non, reçu de l'argent liquide de Libye pour financer votre campagne de 2007, comme l'a affirmé l'intermédiaire Ziad Takedine, alors pas seulement dans les médias, mais à la justice française hier aussi? Quelle indignité. Nous sommes sur le service public. Vous en avez parlé vous-même hier soir. Vous n'avez pas honte de donner écho à un homme qui a fait de la prison, qui a été condamné à d'innombrables reprises pour diffamation et qui est un menteur. Ce n'est pas l'idée, voyez-vous, que je me fais du service public. C'est une honte. Alors, est-ce que la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007 a été financée en partie par de l'argent liquide en provenance du régime libyen de Kadhafi? Écoutez ce document, le colonel Kadhafi, ça dure 13 secondes, voilà ce qu'il disait. C'est moi qui ai aidé Sarkozy à prendre le pouvoir. Je lui ai donné de l'argent avant qu'il ne devienne président. Il est venu ici, il m'a rendu visite dans ma tente quand il était ministre de l'Intérieur et m'a demandé de l'aide. C'est sans doute le scandale d'État le plus grave de toute l'histoire de la Ve République. Un naufrage sans précédent qui a vu notre pays brader ses idéaux sur l'autel de l'argent sale au profit d'une dictature sanguinaire. Ou comment Nicolas Sarkozy aurait fait financer sa campagne électorale de 2007 par le colonel Kadhafi, mort dès le début d'une guerre lancée par qui ?
par la France. Des millions d'euros, dont 6 années d'enquête, mettent désormais à jour les circuits bancaires opaques ou plus simplement les porteurs de valises en petite coupure. 6 années d'enquête retracées en 400 pages par 2 journalistes qui non seulement cartographient cet effrayant système, mais aussi tout ce qui a été mis en place au niveau policier, judiciaire et médiatique pour freiner l'investigation, pour étouffer l'affaire. C'est le fil que l'Instant M a choisi de tirer pour vous ce matin. Comment la presse a été instamment priée de s'écraser. Voilà, l'histoire qu'on vous raconte, ce n'est pas 12 hommes en colère, mais 12 hommes en ligne de mire, 5 responsables français, Dominique de Villepin, Brice Hortefeux, le diplomate Boris Boyon, Claude Guéant et Nicolas Sarkozy, bien entendu, 5 officiels libyens et 2 intermédiaires, Ziad Takieddine qui attend son jugement aujourd'hui et Alexandre Djouri qui se cache quelque part en Algérie manifestement. Ziad Takieddine témoigne face caméra sur le site de Mediapart, souvenez-vous. Est-ce que vous rencontrez M. Sarkozy? Oui. Et la valise? Il me parle. Et qu'est-ce qu'on fait à propos de ces infirmières-là? Vous parlez des infirmières. C'est tout. Bulgares. La valise, est-ce que vous l'avez posée dans cet appartement? Posée, toujours. Contre le mur. Est-ce que M. Sarkozy vous a vu déposer cette valise contre le mur? Bien sûr. Est-ce que M. Sarkozy sait pourquoi vous déposez cette valise? Est-ce qu'il est au courant de ce qui est à l'intérieur? Bien sûr. Quelle responsabilité donnez-vous à M. Sarkozy dans ce que vous appelez, vous, cet État mafieux? La tête. La tête. Voilà, 5 millions d'euros. 5 millions d'euros convoyés personnellement par Ziad Takieddine. Alors, dans ces 12 hommes en ligne de mire, les uns n'ont jamais été mis en examen, les autres ne sont pas encore jugés. Et vous consacrez un chapitre entier à la mort du colonel Kadhafi, Fabrice Arfi. En tout état de cause, quelle que soit la personne et quelle que soit la raison pour laquelle on a tiré, il ne fallait plus que le colonel Kadhafi puisse parler. Absolument. Il n'y avait que 2 solutions, que 2 issues possibles pour Kadhafi, c'est mort ou mort. Voilà. C'est mort ou mort. Mort ou mort. Et c'est ce qui s'est passé. C'est un avion français qui bombarde le convoi, qui disloque les 40 ou 60, les chiffres varient, de 4x4 qui s'enfuit de la ville de Sirte, où est né Kadhafi en octobre 2011. Où sont présents le dernier jour de sa vie de très nombreux Français. Voilà, au sol, contrairement à la légende de gouvernement français de l'époque, il y a des forces spéciales au sol. On connaît les scènes de Kadhafi qui se fait lyncher, qui est récupéré dans le tuyau, etc. On ne sait pas, et personne ne sait, peut-être certains à l'abri du secret défense le savent, on ne sait pas comment il est mort précisément. On sait qu'il a été exécuté, on ne sait pas qui a tiré. Mais au fond, pour moi, peu importe. Nous avions les moyens d'exfiltrer cette personne. On aurait pu l'amener devant la Cour pénale internationale qui le réclamait. Qu'on le laisse se faire tuer par des gens qui ont souffert de sa dictature épouvantable, ou que nous-mêmes ou d'autres ayons appuyé sur la gâchette, au fond, cela ne change rien. Kadhafi ne peut plus parler aujourd'hui. La Libye. Regrettez-vous d'être intervenu, non pas pour sauver Benghazi d'un massacre annoncé, comme vous avez pu le faire avec le soutien, rappelons-le, avec un mandat de l'ONU, avec le soutien de l'OTAN, avec le soutien du monde entier, en fait, y compris l'opposition en France, mais d'avoir outrepassé en quelque sorte ce mandat et d'être allé jusqu'à tuer, ou de fait faire tuer, livrer le colonel Kadhafi à la rébellion. Des années après, un État disloqué, des djihadistes qui trouvent des refuges et qui ont bénéficié des armes, et une vague migratoire. Vous m'accusez d'avoir fait tuer M. Kadhafi? Ai-je compris cela? Ce n'est pas une accusation. Si la France n'avait pas aidé la rébellion, elle n'aurait pas pu tuer le colonel Kadhafi. Attendez, excusez-moi. Enfin, son convoi a été bombardé au moment précis où il a été tué.